enfin, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Et puis en plus, il y avait un petit problème de son. Bon, c'est bon, normalement, tout est rétabli. Vous voyez ce soir encore une équipe de 3. C'est compliqué d'avoir des supporters adverses. On en parlait juste avant. C'est un revenant, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Comment ça va, Simon? Salut Elliot, ça va super, merci. Merci à toi d'être là et à côté de lui, l'Iconé que vous connaissez très très bien. Ça fait, je sais pas combien de fois qu'il vient cette saison. Comment ça va, l'Iconé? Ben écoute, ça va plutôt bien. Ça va. Ça va, on va débriefer du match. Le match en lui-même n'était pas très positif, c'est ce que je disais avant de rétablir le petit problème de son. Je disais merci aux fidèles d'être là parce que bah, j'avoue que reprendre une heure de ce genre de match un lundi soir, faut être motivé mentalement. Mais bon, ça fait plaisir de voir il reste des fidèles. Et puis nous, on va y aller quand même pour parler du match, parler de l'actualité, parler un peu de tout ce qui entoure la GIA. Et puis le maintien, enfin le potentiel maintien. Enfin, on va parler de tout ça. Avant ça, on va parler un petit peu quand même du match et on va démarrer avec la compo. Simon, finalement, compo relativement classique avec juste un petit choix Pellissier sur le côté droit de la défense quand même. Ouais, Senaya qui rentre dans le 11, alors que sur un match comme ça, je pense que s'il aurait pu faire des différences offensivement, j'ai l'impression qu'en mettant Senaya, il a voulu un petit peu boucler l'arrière-garde et être un peu plus sur l'aspect défensif. Bon, si était un petit peu en difficulté au Havre, puisque le but vient de son côté. Ouais. Mais sinon, oui, au milieu et devant, c'était assez logique la composition. En tout cas, par rapport aux formes du moment les meilleurs joueurs étaient tous alignés. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, vous le voyez, j'en ai pas parlé juste avant, mais sur la droite de votre écran, peut-être une des plus belles actions du match, le tifo des Ultras à l'entrée des joueurs et puis toutes les animations au fil des matchs. Évidemment, on en parlera après dans l'émission, mais moi, je tiens d'abord enfin, en introduction, à féliciter les Ultras pour ces belles animations. Les joueurs et le match n'a pas été vraiment à la hauteur de la fête en tribune, mais bon, on y reviendra. En tout cas, félicitations aux Ultras encore une fois, c'était des très très belles animations et vous voyez le tifo à droite qui était vraiment magnifique. L'Iconé, Senaïa à droite, est-ce que tu penses que Pellissier a voulu, comme l'a dit Simon, densifier un peu la défense? On sait qu'il y avait il y avait Mathis Sabline côté gauche, donc en vis-à-vis avec Marvin Senaïa. Christophe Pellissier connaît Mathis Sabline parce qu'il l'a entraîné à Auxerre sur la deuxième partie de saison quand il arrive, Pellissier. Est-ce que selon toi, voilà, c'est pour ça que Senaïa est entré dans la compo? Ouais, je pense. Et puis, bah, effectivement, c'est vrai que face au Havre, si a marqué un peu le coup. Et oui, pour moi, Pellissier a fait un choix décisif parce que c'est vrai que ce match était extrêmement capital. Même si on peut être déçu du nul, il fallait surtout pas le perdre, même si on aurait tous souhaité une victoire. Et je pense que justement, c'est dans ce sens-là que Pellissier s'est dit bon, on va mettre Senaya, qui a un profil beaucoup plus défensif que si. Mais c'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Simon. Soyuncu, Simon, oui, pardon. Mais ouais, je pense que si aurait pu apporter aussi offensivement, parce que Senalia, défensivement, ça tient la baraque. Mais c'est vrai qu'offensivement, il n'a pas l'apport de la Nancy. Mais pour le coup, sur ce match-là, je comprends totalement le choix de Pellissier d'avoir voulu sécuriser la défense. Ouais, on reviendra un peu après individuellement sur les performances de chacun, mais c'est vrai qu'il y avait quand même, je pense, cette volonté vraiment de solidifier et de cadrer quand même Mathis Sabline, qui était, alors même s'il connaît une saison difficile, voire très difficile, bah, qui est une menace toujours sur son côté, très remuant, etc. Bon, là, on y reviendra, mais il n'a pas eu l'occasion de se montrer. Il a quand même pas eu beaucoup de ballons. Avant ça, parlons un petit peu de la GIA, comme le dit Choubac dans le chat, on a mangé du fumier. C'est vrai que pour ceux qui étaient près des ultras. C'est vrai qu'on a été bien enfumé Au quand cœur. même début du match, etc. On a été quand même bien enfumé. Et puis même à d'autres moments. Euh, Simon, parlons un petit peu. Bah, si tu veux parler un petit peu de Nantes, côté compo, je sais pas, est-ce que toi, quand tu vois cette compo-là, on sait que bah, Coach Vaïd est arrivé il y a plusieurs semaines. Il se passe un petit peu des joueurs d'expérience, en tout cas sur les Oh, 11. Pas de Mostafa Mohamed, pas de Rémi Cabella, qui étaient des joueurs qui jouaient plus, notamment avec Ahmed Kantari et Castro. Je sais pas, Ouais. qu'est-ce que t'en penses toi, de cette équipe nantaise? Il y a quand même de la qualité. Oui, oui, sur le papier, c'est quand même plutôt cohérent. On les imaginait pas être à leur place en début de saison.
Euh, mais moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a pas mal d'individualité et en fait, sur le papier, il y a pas vraiment de collectif. Voilà, l'attaque Ganago, Ablin, euh, voilà, c'est quand même pas mal pour essayer de jouer le bas de tableau, milieu de tableau de Ligue 1. On l'a pas vu du match. Euh, Après, j'ai trouvé Koza qui était très décrié par les supporters intentés. Quand on a eu connaissance de la composition d'équipe, tout le monde avait peur. Je voyais un petit peu sur Twitter avant le match. Au final, ça a été pour moi le meilleur Nantais, Mm. notamment avec son sauvetage sur la frappe ou le raté de Sinayoko, ça dépend comment on le décrit. Gilbert qui est arrivé cet hiver, qui est aligné sur le côté droit, qui avait notamment failli signer chez nous il y a quelques mois. Pareil, il a fait son match. Machado, c'est plutôt un bon genre de Ligue 1. Donc, voilà, Le Penant, Coquelin, voilà, c'est une équipe qui a quand même des bonnes individualités. Maintenant, c'est une équipe qui a pas trop d'idées, qui, sur un match aussi important, en deuxième mi-temps, m'a un peu étonné parce que on n'avait pas l'impression qu'il mettait tout pour essayer de gagner le match, un petit peu sur la retenue. Et non, bah, c'est une équipe malade, hein, ça s'est vu, mais c'est pour ça que moi je suis un petit peu frustré sur le résultat parce qu'on aurait pu les enfoncer définitivement, je pense. Mais voilà, si on l'a pas fait, c'est qu'on n'avait pas les capacités ou les clés pour le faire. Donc voilà, un match nul plutôt logique, et on peut dire qu'on s'en sort plutôt bien sur certaines situations où ils auraient pu marquer, sur les têtes plongeantes, celle où il est pas hors jeu en première mi-temps, je crois. Euh, donc non, c'est une équipe qui est malade, qui n'a pas forcément le coach pour inculquer du jeu, des bonnes idées, de la nouveauté. Mais voilà, ce qui domine chez moi, c'est la frustration par rapport au fait de n'avoir pas su les enfoncer plus que ça. Mais voilà, sur le papier, c'est pas une équipe catastrophique, mais il y avait la place, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sur le papier, tu prends début de saison, tu prends Castro qui arrive de Dunkerque, qui a quand même plein d'idées, un coach qui a un peu révolutionné Dunkerque dans le jeu les saisons précédentes. Il y a un peu de budget, ils ont retenu Mathis Sabline. Tu te dis cet hiver, bon c'est la saison, enfin c'est saison catastrophique, mais ça recrute encore, hein, mine de rien cet hiver, ça a plus recruté que les autres équipes de bas de tableau. Tu changes de coach, tu rechanges de coach. C'est vrai que ça a tout d'un scénario catastrophe pour Nantes, et tu le sens quand même dans le jeu, une équipe malade sans aucune confiance, il n'y a pas de volonté d'aller vraiment de l'avant, et on en parlera après, mais c'est vrai que sur l'attitude, la physionomie du match, même si Mich le dit très bien, parce que il mérite presque plus de prendre les 3 points dans le sens où les grosses occasions, les occasions franches, elles sont pour eux, à l'image de celle de Kotzach, il me semble que c'est en deuxième mi-temps, il se retrouve tout seul au deuxième poteau, il est presque Ouais. surpris de l'avoir, mais finalement, enfin voilà, ils ont eu quand même, on va dire, des grosses occasions que nous on n'a pas forcément eu. Euh, mais sinon, dans le jeu, c'est quand même très pauvre. On y reviendra après. On va parler un petit peu de la GIA, mais je comprends le sentiment de frustration. C'est vrai que c'est un peu tiraillé. Il y a Gélène dans le chat qui met c'est un bon nul pour nous. Effectivement, on garde quand même ce matelas de sécurité quelque part avec Nantes. On reste entre guillemets à la portée de Nice et du Havre. Malgré tout, il y avait quand même moyen d'aller chercher mieux. Tu te dis qu'avec un peu plus d'éléments, un peu plus d'ingrédients, on aurait pu quand même aller chercher mieux. On va parler justement de ce qui nous a manqué. L'Iconé, selon toi, quels sont les facteurs qui nous ont manqué? On avait vu le dernier match à domicile contre Brest, il y avait eu victoire 3-0. Le déplacement au Havre, il y avait eu quand même des belles séquences offensives, etc. Là, est-ce que tu as senti les joueurs, je sais pas, galvanisés par l'événement, pas en possession de tous leurs moyens? Ouais, moi je pense que ils ont été enfin, pas dépassés par l'enjeu, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que l'enjeu a pris le pas. Et du coup, on l'a vu, de mémoire, je crois que la seule grosse occasion qu'on a, c'est le loupé de Sinayoko. Mm. Après, sorti de ça, même Namasso, qui est un bon joueur, je l'ai pas vu du match. Fèvre, qui est très discret aussi. Et moi, il y a un truc où je suis déçu sur ce match-là, je trouve que dans l'intensité, les Nantais en ont mis beaucoup plus que nous, surtout dans l'entrejeu. Je trouve qu'on s'est fait bouffer. Heureusement qu'on a Oussou qui, pour moi, sort un gros match. Mais dans l'intensité, je trouve qu'on se fait. Bah, ouais, on n'était pas dedans, quoi. Et c'est dommage parce que c'était les 35 ans des Ultras, le stade guichet fermé, grosse ambiance.
Je pensais que ça allait pousser les joueurs et malheureusement, non, je pense que l'enjeu capital de ce match-là a pris le pas dans la tête des joueurs, malheureusement. Ouais, on sentait quand même un peu des joueurs frileux. On les sentait apaisés de cette grosse victoire contre Brest. Même au Havre, il y avait quand même une certaine forme de décomplexion, surtout en première mi-temps, des joueurs décomplexés. Voilà, ça jouait de l'avant. Il y avait de la pression au milieu de terrain. On allait chercher haut. Là, Simon, ça a été moins le cas quand même. Et surtout, ça a manqué un peu de cette créativité, cette fibre offensive. Enfin, je sais pas, il s'est vraiment pas passé grand-chose, quoi. Mmh. Euh, pour moi, c'est le match de la saison où on a le moins vu Namasso. Euh, il a son rôle à jouer. On l'a vu sur le but au Havre avec son travail sur le côté gauche avant de passer le ballon à Sinayoko pour marquer. Et pour le coup, on l'a pas vu du match. Il est sorti très tôt. D'habitude, il sort un petit peu plus tard. Et c'est pas toujours le premier à sortir. Souvent, Ouais. c'est Fèvre qui sort. Là, il est sorti très tôt, je trouve. Et même en fait, dans les changements, j'ai trouvé qu'on a plus cherché à bétonner ou à se sécuriser plutôt qu'insuffler un peu du sang neuf devant. Bon, l'entrée de Koulibaly a été très mauvaise. Enfin, j'ai trouvé. Il n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Et en fait, les joueurs clés qu'on a, qui d'habitude ont cette petite grinta pour nous apporter un peu des situations techniques offensives devant, n'ont pas été bons sur ce match-là. Le meilleur match est Owusu, euh, et c'est un joueur qui est uniquement là pour récupérer des ballons, sans amener un peu sa touche pour se projeter ou quoi. Et en fait, nos deux joueurs, on va dire, au milieu de terrain, qui sont censés amener un petit peu de solutions, à savoir Nabasso et Danois, ont été tous les deux transparents et ont des difficultés. Donc c'est ce qui fait qu'on a eu un match sans tir cadré, il me semble. Ouais. Ce qui a, pour un match aussi important, avec un engouement aussi fort, à domicile qui plus est quand même plutôt anormal. Voilà, on jouait pas non plus contre une équipe en pleine forme. Je crois que c'est la pire ou la non, c'est l'avant-dernière pire défense de Ligue 1. Donc voilà, c'est décevant, mais quand nos propres joueurs ne sont pas en forme ou au niveau, il faut savoir ne pas perdre, c'est ce qu'a dit Pellissier. Et pour le coup, même avec la frustration, c'est quand même un point important. Il fallait surtout les laisser à 5 points. Donc voilà, frustré, mais avec le recul, c'est bien de les laisser à la place où ils sont actuellement. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça rejoint un peu ce que dit Mich dans le chat. Finalement, on s'accorde à dire que globalement, le plus important, c'était de laisser Nantes à 5 points, valider entre guillemets, ou en tout cas faire un vrai pas vers la place de barragiste, qui est quand même, on le disait tous les trois en préambule, mais qui est quand même une belle place par rapport à ce qu'on a vécu aussi cette saison. Si on arrive à la conserver jusqu'à la 34e, bah, ce sera quand même positif de pas descendre directement et d'avoir cette chance encore de se sauver. Malgré tout, il y avait ce petit truc de se dire, bah, il y a la confrontation Nice-Le Havre, il y a forcément des points qui vont être perdus en jeu, et nous, si jamais il devait y avoir victoire, si jamais il y avait eu dû avoir victoire samedi soir, ça aurait pu sentir bon presque pour aller chercher autre chose. Il restait encore plusieurs matchs, on sait que Nice a un gros calendrier, on sait qu'on les joue à la maison à la 33e, si je me trompe pas. Donc voilà, il y avait quand même tous ces éléments-là, on l'a dit, l'ambiance, les 35 ans des Ultras, le match un peu en horaire décalé, etc. Je sais pas, il y avait un peu une ambiance quand même particulière. On sentait quand même des supporters relativement confiants, etc. Je sais pas, Liconet, toi, est-ce que c'est plus le sentiment de frustration qui est présent ou le sentiment de se dire, bah voilà, on a fait ce qu'il fallait pour conserver le point, enfin pour conserver les 5 points d'avance, on va dire, pour conserver le point du nul. On perd pas et c'est déjà une très très bonne chose. Ouais, non, moi, c'est la frustration qui domine. C'est la frustration qui domine parce que, voilà, le match, on en a parlé, c'était une purge. On n'a cadré aucun tir. Mm. C'est d'autant plus décevant quand tu vois que contre Brest, alors oui, c'est un match qui ne devait pas arriver, mais on a réussi à sortir cet exploit-là.
Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir su rééditer cet exploit-là contre Nantes, une équipe qui, on l'a dit, est malade, mais bon, nous, on n'est pas forcément en grande forme non plus. Donc non, non, moi, c'est la frustration qui domine. En plus, Nice-Le Havre, il y a eu nul, donc c'était le résultat parfait parce que ni l'un ni l'autre se sont vraiment envolés. Et sachant qu'on a une confrontation directe à venir contre Nice, là, c'était vraiment l'occasion de leur montrer la pression, quoi. Et malheureusement, on a loupé ça contre Le Havre, on loupe encore ça samedi soir contre Nantes. Donc non, non, c'est la frustration qui domine. Ouais, non, mais je vous rejoins là-dessus. Et Freck a une très bonne remarque dans le chat, Simon. Elle sera pour toi, celle-ci. Les deux prochains matchs, on sait, c'est déplacement à Monaco, déplacement à Lyon. Deux gros déplacements où, à moins d'un exploit, parce qu'on pourra parler d'exploit s'il devait y avoir des points sur ces matchs-là, il n'y aura pas de points. Et dans 2 week-ends, ça fera 0 points de plus. Euh, et on sait à quel point l'aspect mental peut être important avant d'aborder les. Et du coup, il restera 3 matchs, si je me trompe pas, il en reste 5, il en restera 3, dont Mm. Angers, Nice et Lille, du coup, 2 à la maison. Est-ce qu'il peut y avoir cet aspect mental, justement, de nous mettre la tête sous l'eau s'il devait y avoir, admettons, 2 matchs très compliqués, c'est ce qui va sûrement se passer hein, contre Monaco et Lyon. Dans quel esprit, dans quelle attitude tu nous vois aborder les 3 derniers matchs de la saison? Oui, ça sera deux matchs compliqués, surtout face à des adversaires qui doivent gagner parce que ils ont des places à aller chercher, eux, pour l'Europe. Et puis on voit que dans le haut de tableau, rien n'est joué et ils sont vraiment dans un mouchoir de poche. Donc, en fait, c'est pas que je ne vois pas prendre 2 points Monaco, c'est que je ne vois pas Monaco ne pas battre Auxerre par rapport à la position dans laquelle ils sont. Voilà, je vois pas Monaco ne pas prendre 2 points, ne pas prendre les 3 points contre nous. Euh, je pense que ça peut être un peu plus jouable pour nous d'essayer d'aller chercher un petit point à Lyon, Lyon est quand même euh, parfois assez prenable, ça dépend des matchs, hein, mais voilà, ça reste quand même deux grosses équipes. Et puis voilà, je pense que même si on sort cet enchaînement de matchs avec 0 points, je suis pas sûr que Nice, sur ce déplacement à Nice et la réception de Marseille, marque plus de points. Tout comme je suis pas sûr que Nantes, en recevant le PSG dans leur arène et en recevant Marseille, en marque non plus. Donc je pense qu'après avoir fait ces deux matchs-là, je pense qu'on sera toujours sur le même nombre d'écarts de points entre Nice, nous et Nantes. Et je pense que là où ça va jouer, ce sera plutôt sur les 3 derniers matchs. Euh, Effectivement, c'est possible qu'on soit à 4 points ou 5 points avant de recevoir Nice. Et c'est surtout là où il faudra faire les bons résultats, battre Angers à domicile, battre Nice à domicile. Et si on arrive à avoir 6 sur 6 sur ces deux matchs-là, peut-être qu'on aura une bonne surprise à la fin. Mais moi, de toute façon, dans ma tête, j'ai calculé la fin de saison en considérant qu'on ne prendrait pas de points contre Lyon et j'ai oublié Lyon et Monaco. 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 Et je pense que les autres équipes en fait avec qui on est en concurrence n'en prendront pas non plus sur les matchs qu'on jouera au même moment. Donc voilà. Pour moi, peut-être que je me trompe, mais on sera plus ou moins au même nombre de points d'écart entre les trois équipes. Ouais, je te rejoins là-dessus et ça fait un peu écho à ce que dit Mich dans le chat, statu quo finalement sur les 2 derniers matchs, en partant du principe ou en espérant en tout cas que ce soit le cas sur les 2 prochains, tout va se resserrer sur les 3 derniers matchs. Euh, Malgré tout, il y a quand même, j'ai vu pas mal de stats sortir aujourd'hui, Ligonnet, notamment sur l'aspect défensif. Je crois qu'on est deuxième meilleure défense en 2026 derrière le PSG qui a 2 matchs en moins. Ouais, Je c'est crois ça. que, je crois que sur les 10 derniers matchs, on a encaissé 9 buts. Les 11 derniers, je crois qu'on a encaissé 9 buts, si je me trompe pas, voire moins que Sur, ça. Je veux sur, dire, les cinq derniers matchs, on est carrément la meilleure défense de Ligue 1. voilà, donc il y a quand Devant le même PSG. des stats impressionnantes. Et même sur l'aspect résultat, je crois que sur les 7 derniers matchs,
Il me semble qu'on perd 2 fois, on doit faire 4 nuls et 5 victoires. On est neuvième. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, quand on regarde la série, on va dire que les 2 derniers mois, prenons en compte les 2 derniers mois, sont pour nous, en tout cas dans la course au barrage, dans la course au maintien, c'est pour nous. Est-ce que tu nous vois, Liconé, je sais pas, surfer là-dessus? Concrètement, pour toi, Monaco, Lyon, est-ce que tu nous vois prendre même un point à l'extérieur, pouvoir compter sur la défense, je sais pas trop comment, mais est-ce que tu nous vois prendre un point contre une de ces deux équipes-là? Ça va être très compliqué, honnêtement. Alors oui, défensivement, sur les derniers matchs, on est plutôt bien, on est au top. Et le problème, c'est que et ça a été notre problème toute la saison aussi offensivement. Je crois qu'on est toujours la pire attaque de Ligue 1 si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc après, tout est possible. On voit bien que Paris FC a réussi à mettre une rouste à Monaco. Pourquoi pas nous? Après, est-ce qu'ils vont perdre 2 fois d'affilée? Je ne sais pas. Après Monaco et Lyon sur le papier, ça reste largement au-dessus de nous. Il n'y a pas photo. Il y a 5 classes d'écart. Et en plus, les deux, si je dis pas de bêtises, les deux sont à l'extérieur. Ouais. Donc à l'extérieur, je crois qu'on doit être une des pires, enfin peut-être pas la pire équipe de Ligue 1, mais pas de loin. Donc si on arrive ne serait-ce qu'à prendre un point, alors je sais pas si ce sera suffisant. Après, comme a dit Simon, au vu du calendrier de Nantes et même Nice, je pense pas qu'on sera totalement largué. Encore que on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein, que ce soit pour nous ou Nantes ou Nice. Donc va falloir tout donner. Il va falloir qu'offensivement, on arrive à se débloquer à l'image du match pardon, qu'on a fait contre Brest, où là, on était libéré alors qu'on était un de moins et qu'on voyait que devant, ça combinait bien, que les Namasso, les Sinayoko, même les Outgards, ça allait vite, ça jouait vite vers l'avant et voilà. Mais je pense qu'aussi, ce qui a fait ça, c'est que contre Brest, vu que techniquement, c'était pas un match, enfin, c'était pas contre un concurrent direct, je pense que ça a joué aussi dans le fait que, bon, bah, de toute façon, on n'a rien à perdre, donc on y va. Et je pense qu'on l'a ressenti bah, sur les 2 derniers matchs, Le Havre et Nantes, où là, du coup, c'était des matchs, sûrement les matchs les plus importants de la saison. Et c'est ce qu'on disait en début d'émission. Ouais, l'enjeu a pris le pas dans la tête, dans la psychologie des joueurs, malheureusement. Après, si je peux me permettre, sur les deux matchs précédents, donc Brest et Le Havre, euh, la différence, c'est que au Havre, on marque carrément sur je crois que notre première occasion, on marque très vite, très tôt dans le match. Ça nous met en position de force pour le reste, même si on se prend un but rapidement après, mais ça nous met certainement en confiance. Et pour Brest, il s'est passé un peu la même chose, c'est qu'on a un peu marqué du tac au tac sur les coups de pied arrêtés. Et pareil, ça nous a mis en confiance. Et je pense que pour Nantes, c'est un peu pareil. Si Nantes, on arrive à marquer le face-à-face qu'on a avec Sinayoko, est-ce que le match aurait eu la même physionomie? Là, on est un peu frustré, un peu négatif, mais je suis persuadé que si tu marques au bout de 5 minutes, 10 minutes avec Sinayoko, les Nantais, ils sont au fond du trou. Hmm. Et le match aurait été complètement différent. En fait, ce qui nous a manqué, c'est de l'efficacité. Sur le match du Havre et Brest, on est très efficace sur très peu d'occasions, ce qui nous a mis en confiance. Donc après, on a pu un peu développer notre jeu. Mais Nantes, pour le coup, j'ai l'impression que c'est la, la non-finition du face-à-face de Sinioko qui nous a un peu mis en dedans. Et bah voilà, on s'est mis un peu subir contre les Nantais en première mi-temps. En deuxième, c'était un peu mieux, mais c'était tellement stérile qu'en fait, on aurait pu jouer 2 matchs, il se serait rien passé. Mais voilà, je voulais juste pointer du doigt que sur les 2 derniers matchs au Havre et à Brest, on a eu, je trouve, quand même pas mal de réussite sur nos actions offensives. Et il faut pas l'oublier. Voilà, je trouve que le 3-0 contre Brest est assez voilà, sympa. Euh, et puis au Havre, on aurait même pu gagner, mais le Havre aussi aurait pu gagner. Il y a eu des occasions des deux côtés. C'était plus ouvert. Et on était aussi face à une équipe qui joue au foot, ce qui n'était pas forcément le cas des Nantais, qui pour le coup, comme on l'a déjà dit, était voilà, une équipe un petit peu en plein doute. Donc voilà, on verra contre d'autres équipes type Lyon, Monaco, si on sait faire le dos rond et se projeter rapidement et être efficace comme on l'a été contre Brest. Ça peut être une solution. On a vu qu'on sait défendre depuis qu'on
qu'on a une charnière qui bouge pas trop, puis que Oko a été recruté et s'est installé. Donc voilà, peut-être que on arrivera à prendre 1 ou 2 points sur ces 2 déplacements difficiles, mais voilà. Ce qui est important de redire, c'est que la réussite était quand même très forte contre Brest, et je veux pas qu'on pense qu'on a gagné 3-0 contre Brest. Du coup, il faut garder cette image-là d'animation offensive où on était tout feu tout flamme, où tout nous a réussi. Voilà, ça c'est un match dans la saison. C'est bien pour nous, mais j'ai peur que ça ne se reproduise pas cette saison. Voilà, j'espère avoir faux. Non, mais c'est vrai, t'as raison. On avait été très très réaliste contre Ouais, Brest très vite. Le Havre, pareil, c'est la première occasion qui fait mouche. Donc voilà, il y avait eu ce réalisme qui n'a pas eu lieu contre Nantes, hein. Effectivement, je pense que si Sinayoco met au fond son face-à-face, le match n'est pas du tout le même. Ça pousse les Nantais à s'ouvrir. Voilà, le match, il y a forcément une physionomie différente. Ou alors, au contraire, ça les enterre encore plus. Mais enfin bon, on saura jamais puisque Sinayoco a loupé son face-à-face. Mais le match n'aurait forcément pas eu la même physionomie. C'est obligatoire. Quand même, Simon, tu le disais, Liconé, tu le disais aussi, quand même, un match relativement frileux. Voilà, on a senti que bah, Auxerre, il n'y avait pas forcément cette volonté d'aller chercher plus que le match nul. Le matelas de 5 points, il est assez confortable, hein, faut avouer, à 5 journées de la fin maintenant. On voit mal Nantes prendre les points nécessaires pour aller chercher, pour aller reprendre la place de barragiste. Euh, Elle est quand même assez particulière, moi, je trouve, cette attitude des Nantais. Simon, tu l'as dit. Euh, c'est quand même eux qui jouaient encore plus leur survie que nous, largement, et on les a quand même pas vus beaucoup vouloir créer du jeu, vouloir aller chercher haut, déranger à la relance. Enfin, je sais pas, mettre les ingrédients finalement pour déranger les Auxerrois. Alors oui, il y a eu beaucoup de contacts. Dans l'aspect physique, ils ont été au-dessus de nous. Malgré tout, je crois que c'était, je sais plus si c'était Le Penant ou Kodza qui parlait en conférence de presse la semaine dernière ou en interview avec je sais plus quel média, qu'ils avaient travaillé l'aspect mental, qu'il y avait eu une intervention d'un coach mental au sein enfin, au sein des entraînements la semaine passée à Nantes pour vraiment leur inculquer l'importance de ce match. Euh, oui, dans les duels, finalement, sur l'aspect physique, je trouve que ça s'est ressenti, mais au fil du match, ça s'est quand même estompé, Simon. Et on les a pas vus aller chercher, vouloir aller chercher plus haut, quoi. Et ouais, non, je suis même, d'accord. même Choubac qui précise dans le chat, ouais, Lopez à la fin qui gagnait presque du temps sur chaque 6 mètres, quoi. Enfin, c'est assez Mm. paradoxal comme attitude. Ouais, c'est paradoxal et en même temps, ce que disait aussi Lopez en interview, c'est il a rien eu à faire du match parce qu'il n'y a pas eu un tir de notre part. Euh, et en fait, les meilleures occasions, c'est sur coup de pied arrêté ou quand les milieux de terrain se sont projetés, type Sissoko quand il est rentré ou Kaba en première mi-temps. Euh, donc, ouais, j'ai pas trop compris leur tactique. Peut-être en première mi-temps, ils ont un petit peu tenté de jouer très dur sur l'homme et, et de jouer un peu dans la surface sur des longs ballons. Mais pour le coup, en deuxième mi-temps, ouais, ils n'ont pas du tout existé. Et quand tu vois le calendrier de Nantes, je comprends les supporters nantais quand ils ressortent du match complètement abattus parce que pour eux, s'il y avait des points à prendre sur la fin de saison, c'était certainement contre nous. Peut-être pas contre le PSG, Marseille, Lens ou Lille, quoi. Donc, ouais, assez étonnant, mais on a eu un match de toute façon assez décevant, d'un niveau assez faible. Et j'avais vu un commentaire sur Twitter qui était assez vrai sur le moment, je le trouvais assez marrant, qui disait qu'en gros, on devrait mettre 3 descentes d'office en Ligue 2 et on mettrait Auxerre et Nantes vu le niveau du match du soir, quoi. C'est vrai que ça a été compliqué à regarder jusqu'au bout. Ouais, ouais, c'est vrai que alors, on en parlait justement avec Liconé tous les deux avant, et l'ambiance finalement dans le stade permettait nous de nous accrocher à quelque chose, j'ai envie de dire, et puis finalement le match dans le stade n'a jamais la même saveur qu'à la télé. Mais là, rien que ce midi, je me suis refait le résumé long du match, bah il y a rien quoi. Il y a rien. Alors en plus dans le résumé long, on n'a même pas le potentiel penalty. On pourra revenir après sur la situation. On ne parle absolument pas de cette séquence. Et dans le résumé long, il n'y a même pas l'occasion de Sinayoko en première mi-temps. Donc je vous laisse imaginer la tronche du résumé long, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe littéralement rien.
Et d'ailleurs, à l'image de ça, c'était assez rigolo. J'ai vu le geste du match sur Twitter, tout le temps la Mensa. gif. Voilà, le tacle de Mensa, qui est un beau tacle. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci, mais pour ressortir ça en geste du match, C'est rien. ça montre la pauvreté de ce match-là, évidemment. Et juste sur le résumé du match, parce que moi je l'ai vu à la télé et j'ai eu peur sur le moment parce que pour moi ça pouvait siffler. Quand Donovan Léon sort Sur face à Tabibou, l'attaquant, ouais, il y a eu des pénaltys ou des fautes pour beaucoup moins que ça, je trouve. Enfin, je dis pas que c'était pénalty, mais je dis que ça aurait pu être regardé. Et le mec, il n'a pas été appelé par la VAR, il n'a pas fait le signe de la VAR. Et je comprends les Nantais qui sont un peu étonnés de ça, mais après, d'un autre côté, il y a aussi Lopez qui te fait une sortie à la Lopez kamikaze avec les poings et le genou en avant. Le problème, c'est que ça sera jamais sifflé, mais techniquement, des genoux au niveau de la tête d'un joueur, c'est pas autorisé, quoi. Qui se protège avec ses poings en sortant, pourquoi pas, mais avec les genoux vers l'avant. Et pour ouais. le coup, c'est jamais regardé, donc c'est pareil, c'est aussi un peu étonnant. Mais- Ouais, je suis d'accord avec toi sur les deux choses. La première, la situation sur Tabibou, là. Alors, j'avoue, j'ai pas bien re-regardé le ralenti sur le contact avec Léon. Mais ce qui est. Enfin, l'action doit jamais arriver. En fait, c'est Danois qui commence par porter trop son ballon à 20-25 mètres et se faire enfin, voilà, récupérer la balle. Et ensuite, Mensah qui se trouve complètement. Il est sur la trajectoire de la passe pour Tabibou. Ça passe, je sais pas comment, en dessous son pied, au-dessus de son pied, je sais pas exactement, mais c'est une situation qui doit jamais arriver. Enfin, je veux dire, oui, ça ne doit pas arriver, mais enfin bon. Ça arrive. Après, c'est vrai que j'ai pas revu le ralenti. Pour la sortie de Lopez, bah, le problème, moi je le dis tout le temps, mais sur des sorties hyper dangereuses comme ça, mais sur tout un tas de choses, le gardien a dans tous les cas gain de cause. C'est-à-dire qu'on part du principe que si le gardien sort, il est surprotégé au moindre Mm. contact, même si c'est lui qui est en retard sur le contact, on finit par siffler la faute sur lui. Là, vraiment, sur cette sortie de Lopez, on connaît le personnage, mais je vois pas. Léon en a une similaire en deuxième mi-temps. Justement, il boxe sur coup franc, ça donne la situation au deuxième poteau de Koza, il s'est remis par Gilbert au deuxième poteau. Il y a à aucun moment il y a les jambes en avant et surtout à aucun moment il y a besoin. En fait, c'est ça moi que je comprends pas, c'est-à-dire pour se donner l'impulsion, il peut y avoir voilà, mais une fois que t'es en l'air, enfin, je veux dire, tu sautes pas plus fort ou plus loin quand t'as les deux genoux en avant que quand tu donnes une impulsion, les deux pieds décollés. Il y a pas de il y a pas nécessité en fait. Et le problème c'est que Lopez a jamais été réprimandé à part sur des sorties vraiment ultra kamikazes. Mais je me rappelle d'une sortie sur Mbappé quand il était à Lyon il y a 6-7 ans, qui était une sortie en dehors de sa surface, etc. Enfin, il est connu pour ça, Lopez. Et le problème, c'est que du coup, il n'y a jamais eu de régulation de ça. Alors que là, il y a clairement geste dangereux. Au coup, il peut se faire arracher la mâchoire, il peut se faire décoller toutes les dents. Enfin, je veux dire, concrètement, le genou en pleine face, en pleine mâchoire et tout, ça peut vraiment être. Enfin, il y a vraiment, ça peut porter atteinte à l'intégrité physique du joueur. On sait que le but de l'arbitre, c'est quand même de protéger l'intégrité physique de chacun des joueurs sur la pelouse. Donc, c'est vrai que ça, ouais, c'est toujours étonnant ce genre de sortie et que ce soit jamais checké. Ça fait toujours polémique parce qu'évidemment, les Lyonnais à leur époque, les Nantais maintenant disent bah ouais, mais enfin voilà, c'est pas sifflable, il prend la balle avec les poings, etc. Ouais, enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué. C'est vrai, ça doit être compliqué à appréhender ce genre de situation, mais là, elle est clairement très très dangereuse. Oko se relève et a pas l'air touché, donc tant mieux. Mais ouais, elle est très très dangereuse. On va pouvoir parler. Ouais, Mich qui dit voilà, c'est un petit gabarit, c'est sa manière de se faire respecter. Ouais, je trouve ça dommage. Mais après, on connaît le spécimen, entre guillemets, j'ai envie de dire. Voilà. Bon. Euh, L'icône, on va parler un petit peu individuellement. Je vois le message de Freck dans le chat, mais justement, je voulais parler un petit peu de ça un tout petit peu après. L'icône individuellement, voilà, est-ce qu'il y a quand même des joueurs qui t'ont plu? Et on a parlé du capitaine, évidemment, Elisha Oussou, qui a fait un énorme match. Tu peux en parler si tu veux. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont plu? Voilà, je te laisse y aller. Ouais, bah ouais, moi je pense que moi, pour moi, samedi soir sur la pelouse, c'était Owusu et pourtant, Dieu sait que des fois sur mes débriefs, j'ai pas été tendre avec lui, loin de là.
Mais là, samedi soir, ça a été le patron au milieu de terrain et il était vachement isolé parce que Danois transparent. Mm. Oko aussi, j'ai bien aimé. Bon, même s'il a failli. Ça va que c'est un beau bébé parce que sinon, je pense que tu mets Azouzi à la place d'Oko sur la sortie de Lopez. Azouzi, on le voit pas pendant 10 ans. Déjà que le pauvre, il est tout le temps blessé. Là, je pense que tu mettais un physique comme Azouzi sur une sortie de Lopez, ça, ouais. Ouais, non, non, même Léon, je trouve que il fait plutôt un bon match, même s'il y a des fois certaines, sa relance justement où, alors après là, ouais, c'est pas de son fait parce qu'après c'est surtout, je pense que c'est les Auxerrois qui suivent mal, mais à mis à part ça, je trouve qu'il fait un bon match. Oko, Wusu, après pour le reste, j'étais déçu, même Hopgard que j'aime beaucoup, mais je l'ai trouvé un petit peu dans ses mauvaises habitudes, trop timide, mais à l'image des joueurs, hein, trop timide, trop effacé. Je pourrais dire pareil de Fèvre, je pourrais dire pareil de Namasso, Sinayoko, Danois. Senaya quand même qui, voilà, on sait que Pellissier l'a mis pour le côté plus défensif, pour un profil différent de la Mincy, et je trouve que ça a été payant, et la preuve en est parce qu'on n'a pas pris de but. Ouais, Mais ouais, je vais ressortir Owusu, Oko et Senaya, et pour le reste, c'est oublié, il n'y a rien à dire. Même les entrants, c'est Kumara, j'irai contre lui, mais à un moment donné, ouais, alors oui, dans le jeu aérien, ok, il est sur tous les ballons de la tête. Mais le reste, enfin, Mara, il a quand même eu allez, une petite demi-heure à se mettre sous les dents, enfin, sous la dent, pardon, et je sais pas, pareil, à l'image de l'équipe, trop effacé, trop timide. Et quand tu fais rentrer un joueur comme Mara, c'est pas forcément, c'est pas une mauvaise idée. Après, je pense que sur le banc, on a vécu aussi. Mais tu dois faire plus, tu dois te faire plus mal, tu étais sur le banc tout le temps, tu joues jamais, là, tu as une petite demi-heure. Putain, mais je sais pas, rentre avec les, je sais pas, pose tes courronets sur la pelouse et fais un match de bonhomme. Donc, ouais, déçu, même les entrées de Hamada et Koulibaly, qui ont, eux, ils ont eu un petit peu moins de temps de jeu, mais ça reste trop faible. On les a pas vus à leur profit sur ce match-là, malheureusement. ouais, je suis d'accord avec toi. Mara, ça sentait presque l'entrée de trop. Enfin, je sais pas, là, il paraissait vraiment perturbé, perdu. Déconnecté, ouais. Ouais, il paraissait vraiment Je sens que déconnecté. mentalement, il est déconnecté. Ouais, je peux le comprendre, parce que je crois que c'est pas son, je crois que c'est pas soi, ou si je dis pas de bêtises, au Pélissier, il le fait rentrer, mais dans le temps additionnel. Bon, Mm. là, ok, je peux comprendre le joueur, mais du coup, je lui en veux encore plus parce que contre le Havre, tu joues, allez, tu joues 2 minutes à tout casser. Que t'aies la haine, c'est normal. Mais sers-toi de ça pour te donner un surplus de motivation. Et là, tu as une demi-heure, mais va sur le terrain, brûle la pelouse, mange la pelouse, mais donne tout ce que tu as, quoi. Et malheureusement, c'est pas ce que j'irai contre le joueur, mais malheureusement, c'est pas ce que j'ai ressenti à son entrée sur le terrain, quoi. Non, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur Mara, c'est décevant parce que tu sens qu'il a quand même pas des qualités, il a quelque chose à apporter, mais là tu le sens vraiment déconnecté. Et pour le coup, Damaso, je sais pas, il y a peut-être un problème physique, je sais pas exactement parce que c'est vraiment rare, hein. Même la semaine dernière, il rentrait de sélection, il était en Australie, il était rentré 2 jours avant, il a fait 90 minutes. Là, c'était vraiment particulier. Alors, il était pas dans un bon jour, Simon en a parlé, mais ouais, c'est particulier. Mais en tout cas, Mara avait de quoi se montrer. Au-delà des titularisations, c'était peut-être son plus gros temps de jeu en entrée cette saison et il l'a pas converti en positif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sinon, sur les noms que tu as donnés, pareil, d'accord avec toi, Likone. Simon, si tu avais, je sais pas, quelque chose à rajouter ou des joueurs que tu voulais citer. Non, pour moi, Owusu au-dessus du lot sur ce match-là. Heureusement qu'il était allé au milieu parce que complètement délaissé par Danois. Et comme je disais, si ta colonne vertébrale au milieu pour animer un petit peu les actions offensives ne fonctionne pas, à savoir Danois et Namasso, s'ils sont en méforme, bah, ça se ressent rapidement. Sinayoko n'a pas fait non plus les meilleurs choix sur ce match-là, hormis son face-à-face, mais il y a plusieurs situations où je trouve il doit lâcher sa balle ou décaler plus vite, il ne le fait pas. Il est un peu retombé dans ses travers par moment, mais je lui cracherai pas dessus parce qu'il, pour le coup, il se démène quand même pour l'équipe, il court, il fait des déviations, il joue dos au but. Et concrètement, offensivement, de toute façon, c'est notre meilleur élément en termes de régularité, entre guillemets. C'est lui le plus, le plus efficace en termes de but, passe décisive. Donc,
le, sans passer ou le mettre sur le banc. De toute façon, ça ne réglerait pas son problème. C'est son niveau, c'est ses qualités. Je pense qu'il faut qu'on joue avec ça. Le problème, effectivement, c'est que notre solution offensive sur le banc, ça soit Mara, et qu'en fait, entrée après entrée, on ne trouve pas vraiment de points positifs, hormis ses déviations, ou son jeu de haut but, ou son pressing. C'est quand même assez famélique et fait pour un attaquant qui a été recruté par un club de première ligue il y a quelques années. Euh, donc voilà, sa seule occasion, c'est une frappe excentrée, il dévisse et elle finit en tribune. Ouais. C'est quand même symptomatique, je trouve, de son état d'esprit, son moral, peut-être son niveau, tout simplement. Et Koulibaly, qui avait fait un super match contre Marseille, il me semble, Mm. et qui s'était blessé sur son meilleur match, en fait, ne parvient pas à faire ses preuves, à prouver, à être bon quand il fait des rentrées. Là, ce week-end, sa rentrée, elle est zéro. Il a fait 2 accélérations, une fois la balle, elle a fini en touche. L'autre fois, il a glissé parce que la pelouse était humide et donc il est tombé. Donc, un ailier aussi percutant que lui qui rentre, normalement sur un match comme ça, il doit tout péter et montrer il revient de blessure, qu'il est motivé, qu'il a du sang neuf. Mais en fait, on n'a pas vu de différence. Il a jamais percuté en 20 minutes son latéral. Mm. Donc voilà, c'est assez problématique. Et en joueur, je pense que je retiens que Owusu. C'est le seul à avoir fait son match de patron. Oko Diomandé, ça fonctionne plutôt bien, mais il y a quand même des fois des mini-erreurs qui peuvent nous coûter cher, qui sont toujours rattrapées au dernier moment ou qui alors ne profitent pas à l'adversaire. Mais on voit que c'est quand même Oko, un joueur encore un peu jeune qui doit se parfaire un peu son niveau. Ça peut lui arriver de faire des petites erreurs d'inattention. Mais encore sur ce match, la meilleure occasion, c'est sa tête sur un coup de pied arrêté. Donc le sauveur sur ce match, comme contre Brest, c'est Oko ou personne, quoi. Donc voilà, un match où on ne retiendra pas forcément des prestations intéressantes de nos joueurs. Et j'ai oublié Fèvre qui a fait un match pareil, un peu médiocre. Et qui, c'est dommage parce qu'après Le Havre, il avait fait une belle prestation. Je trouvais qu'il montait un peu en puissance. Il a fait une conférence de presse en disant qu'il allait être de mieux en mieux. Et au final, il te sort un match comme ça où il a passé son temps à être par terre à râler parce qu'il avait des petites poussettes. Et il n'a pas du tout été décisif dans ses passes, dans ses choix. Quand il faisait des crochets ou autres, il se faisait rattraper par la défense nantaise. Enfin, j'ai l'impression qu'il lui manquait de jus et que physiquement, il se faisait bouger, quoi. Donc, voilà, un peu déçu pour Fèvre parce que j'avais l'impression qu'il était sur une bonne lancée. Mais voilà, sur les points, on va dire, un peu plus individuels. Ouais, non, je vous rejoins les gars là-dessus, honnêtement, je vous rejoins à peu près sur tout. Si je devais rajouter brièvement, évidemment, Owusu, Mensah et Senaya, juste pour le petit paradoxe, je trouve, sur Senaya qui a fait un bon match défensivement, mais je pense que Fèvre n'a pas été aidé. Contre Le Havre et contre Brest, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne relation avec Si, et, euh, et on sait à quel point c'est un joueur qui rentre tout le temps sur son pied gauche. Le problème, c'est que là, il n'avait pas Si qui prenait instantanément le couloir. Senaya le fait, mais plus difficilement, moins rapidement en tout cas. On a vu quelques situations où le déséquilibre aurait pu se créer sur le côté droit et où Senaya, il lui manquait ce petit temps de retard qui est créé par son manque, ou en tout cas sa vitesse plus faible que celle de Si. Voilà, il a d'autres qualités. Mais donc je pense que ça n'a pas aidé Fèvre non plus dans les repères. Il est habitué à avoir Si tout le temps, coller la ligne presque plus haut que lui, pouvoir rentrer intérieur. Bon, voilà, après c'est pour nuancer un petit peu, mais évidemment, c'était pas son meilleur match. Il a été bien meilleur la semaine dernière contre Le Havre, où là, pour le coup, il a fait vraiment un bon match sur coup de pied arrêté, etc. Et juste du coup, pardon, ce qui est dommage sur un match comme ça important, et ça c'est le choix du coach, je trouve que c'est dommage d'avoir pas surfé sur une entente Ouais, sur un côté qui marchait bien pour remettre en fait un profil plus défensif qui du coup ne correspond pas du tout au style de jeu de Fèvre.
Enfin, c'est quand même dommage sur un match à l'extérieur où tu as un bon binôme entre l'ailier et le latéral. Tu changes sur un match à domicile où tu es censé un peu voilà, mettre du mouvement, instaurer le doute chez l'adversaire. Et tu fais le choix, et ça a été dit par Mich, tu fais le choix de privilégier l'aspect défensif et verrouiller derrière plutôt que surfer sur un binôme qui marchait bien depuis quelques semaines. Donc, juste pour ça, je trouve que c'est dommage le choix du coach. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que moi, à l'annonce de la compo, quand je vois Sénat, je me suis même demandé s'il n'y avait pas un problème physique. Et je me le demande encore parce que le fait qu'il rentre même pas, alors que c'est relativement souvent qu'on voit Senaya rentrer à la place de Si sur la fin de match, les 5-10 dernières minutes, là qu'il n'y ait pas eu le switch de Si qui rentre à la place de Senaya. Alors, est-ce qu'on n'a pas voulu bousculer l'équilibre défensif? C'est probable aussi. J'ai pas la réponse. A priori, il n'y a pas de pépin pour Si, mais voilà. On verra ce qui se passera contre Monaco. Mich nous dit, je pense que Si sera titulaire pour exploser rapidement en contre. Et c'est probable effectivement qu'on le voit sur une solution de contre-attaque ou de transition rapide. Juste un petit mot sur Brian Oko quand même, je crois que c'est Fred qui le disait à un moment dans l'émission quand on parlait de la très bonne défense. Euh, c'est vrai qu'il y a une forme de corrélation quand même entre la date de son arrivée, son installation et les très bonnes performances. Je crois que je disais qu'on était la deuxième meilleure défense sur la phase retour. Bon voilà, je pense qu'il y est pas pour rien. Et en plus, c'est presque malheureux à dire, mais sur le match de Nantes, par exemple, c'est notre meilleure arme offensive sur coup de pied arrêté où il est impressionnant vraiment dans la surface. On se rappelle enfin évidemment son doublé contre Brest. Enfin voilà, il a La barre contre le Havre. la barre contre le Havre. Effectivement, là sur les deux derniers matchs, il nous avait montré beaucoup de choses sur coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est un peu décevant de se dire que c'est notre meilleure arme offensive, mais force est de constater que sur coup de pied arrêté, c'était le cas. Et que derrière, il a quand même tout pris de la tête. Honnêtement, il a été assez impressionnant dans les airs. Il est assez impressionnant en tout cas. Donc voilà, ça c'est plutôt positif. Je voyais qu'il y avait un espèce de mini débat un peu sur Kevin Danois dans le chat sur son attitude. Et c'est vrai que j'ai déjà remarqué, Mich le disait, qu'il était toujours souriant. Je me rappelle, je sais plus quel match à domicile où il passe en interview sur Ici au Cerf, juste après le match, en après-match, vraiment dans les couloirs de la baie des Champs, et où il est souriant alors qu'il y avait eu défaite à domicile, je me rappelle plus, c'était il y a un mois et demi, peut-être quelque chose comme ça, et où je m'étais fait cette réflexion bah en vrai c'est un peu particulier de le voir très souriant. Il n'est pas en train de s'esclaffer non plus, mais voilà, il a toujours le sourire aux lèvres, etc. Et Mich, je pense, a raison, c'est plus quelque chose de physique, de mental finalement, d'une espèce d'habitude de sourire tout le temps, de sourire devant les caméras, etc. Est-ce qu'il y a une forme de gêne aussi? Je sais pas exactement, mais voilà, moi, je voulais pas vraiment parler de Danois, je voulais plus parler de Clément Agpa. Je sais pas si certains étaient au stade, enfin, si ceux qui étaient au stade samedi l'ont remarqué, mais en termes d'implication, là, on est tombé à zéro, là, côté Clément Agpa. Mm. Donc, sur le petit échauffement entre remplaçants, donc le petit échauffement avec ballon, il le fait en dansant, en regardant la tribune, en baissant son short, etc. Et ensuite, une fois qu'on passe sur l'individuel, donc petite brésilienne ou des joueurs qui font des transversales entre remplaçants, il prend le ballon, ligne médiane, et il s'assoit dessus pendant 20 minutes et il regarde les autres se faire des Mm. passes. J'ai pas trop, enfin, il y a sûrement des envies de départ. Là, il s'est fait sucrer sa place de titulaire. On sait à quel point ça peut être difficile mentalement, et je minimise absolument pas ça. Je peux comprendre la frustration. C'est un jeune joueur qui a envie de voir plus haut. Et c'est pas à son avantage de passer les 10-15 derniers matchs de la saison sur le banc, loin de là. Euh, Malgré tout, je sais pas, l'attitude, j'ai pas trouvé ça positif. Moi, je voyais Clément pas toujours un mec à fond, toujours à mouiller le maillot et enfin dans l'attitude toujours assez irréprochable, pas toujours sur le terrain, mais dans l'attitude, j'ai jamais trop eu quelque chose à lui reprocher. Et là, je sais pas, ça m'a quand même toqué de le voir s'asseoir. Il était en capuche enfin vraiment attitude un peu, enfin attitude de voilà, j'ai plus envie d'être là et il le montre. Personne s'est occupé de lui, ni le staff, ni le coach, ni aucun joueur n'est allé lui parler. Alors est-ce que c'est voilà, il a peut-être D'ailleurs, il s'est chauffé avec sa capuche, ce qui est bizarre. oui oui oui, Et c'était le seul. il s'est chauffé avec sa capuche, les chaussettes remontées jusqu'aux genoux. Enfin voilà, je veux dire vraiment une attitude plutôt j'ai pas envie d'avoir trop froid. Enfin voilà. Après je veux pas stigmatiser ni donner de fausses informations. Moi je relate ce que j'ai vu.
Et c'est encore plus, j'ai envie de dire, l'attitude quand il était assis sur le ballon. J'avoue que ouais, ça m'a un peu toqué. Ça m'a un peu toqué. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, juste des transversales, une petite brésilienne quand t'es remplaçant, ça suffit. Tu montres, comme ça, tu montres rien. Là, il y avait vraiment volonté, voilà, il y a volonté de montrer qu'il y a un mécontentement qui est entendable, encore une fois, hein. Je suis pas là pour tirer sur Clément Akpa. La situation est difficile pour lui. Mais voilà, je sais pas s'il y en a qui ont l'occasion d'aller à l'entraînement, voir l'attitude qu'il peut montrer à l'entraînement, parce que s'il montre ça à l'échauffement, j'imagine qu'à l'entraînement, il doit avoir une implication un peu moindre. Voilà, je veux pas donner de fausses informations. Moi, je relate ce que j'ai vu, Ah, et je voulais en juste dire fait, en fait, que, il- ce qui est étonnant, c'est que quand il jouait beaucoup sans être très bon, il n'était pas forcément appelé en sélection ivoirienne. Et là, au dernier rassemblement, il était dans un moment où il jouait plus du tout avec la GIA. Il a été appelé. Donc c'est ça qui est un peu étonnant. Mais je pense que du coup, le fait de ne plus jouer, de s'être fait prendre un peu sa place, il le vit mal parce qu'effectivement, il y a sa place qui est en jeu en sélection ivoirienne. Il y a des échéances importantes qui arrivent. Euh, et surtout, il est resté volontairement une saison de plus pour s'installer, pour prendre en maturité. oui, oui, Et au final, il s'avère que la saison dans laquelle il est censé s'installer et qu'il est surtout dans le cercle des cadres, selon Pellissier, c'est sa pire saison à la GIA. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour lui comme pour nous. Parce que ça veut dire que sa valeur marchande baisse et ça veut dire aussi que il sera moins difficile de le vendre correctement cet été, contrairement à l'année dernière où il aurait pu partir pour entre 10 et 12 millions, ce qui ne sera pas le cas cet été. oui, non, effectivement, je pense que là, évidemment, sa valeur marchande a baissé. Tu le dis très bien, Simon, même pour lui, hein, rester 15 matchs sur le banc, les prétendants sont pas les mêmes que si même jouer en n'étant pas ultra performant comme il l'a été sur la première partie de saison. Je pense que c'est mieux pour lui que de ne pas jouer. Enfin, c'est même sûr. Pour une valorisation, pour attirer des clubs, pour attirer l'œil, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais rapporter, sans tirer sur le joueur, sans. Et juste, pardon, sur Agpa pour conclure, cette saison, ça montre bien qu'en fait, enfin, c'est moi, hein, son seul et unique poste, c'est quand on joue en défense à 3, ce qu'on faisait l'année dernière, Hmm. et qu'il était entouré d'un certain Joubal. Tu retires Joubal, tu repasses en défense à 4, bah, tu as un défenseur moyen de Ligue 1 et avec qui on voit moins ses qualités, puisque voilà, quand il a été aligné avec Sierralta en début de saison, on a vu que ça collait pas, on a vu qu'il avait besoin plutôt de quelqu'un solide autour de lui, Hmm. et qu'en fait, il est encore au moment de sa carrière où il n'est pas le boss d'une charnière, mais qu'il est plutôt le numéro 2 et qu'il doit encore prendre exemple sur un numéro 2. Moi, j'aurais bien aimé essayer de voir une charnière Akpa Oko, euh, mais bon, euh, je pense que son avenir à la GIA est malheureusement terminé. Maintenant, il faudra voir combien on arrive à en tirer, mais c'est un joueur pour le coup qui a toujours une attitude euh, plus que correcte à la GIA, qui a toujours Oui. fait son boulot, son job. Mais c'est vrai qu'effectivement, depuis plusieurs matchs, on voit qu'il fait un peu la tête. Je l'ai vu, moi, au Havre, parce que j'étais dans le parcage. Il était sur le banc, il est pas venu jusqu'à la tribune. Donc, ouais, c'est des petites attitudes comme on avait sur Fèvre, on l'avait dit plusieurs fois en début de saison, comme quoi il rigolait pas, il faisait pas la fête avec les joueurs pendant le cul de guerre. C'est peut-être des détails, mais en fait, quand ça s'additionne et quand ça se multiplie, ces petits gestes-là, bah, ça donne quand même une idée de l'état d'esprit de la personne. Ça peut tout vouloir. Enfin, ça peut dire tout simplement que la personne n'est pas heureuse, mais voilà. Akpa, c'est dommage que ça se finisse comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que, comme on l'a dit tous les deux, il y a. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai jamais vu tricher quand il jouait. C'est un mec qui trichait pas, alors il faisait avec ce qu'il pouvait, avec ce qu'il avait autour de lui aussi, hein. Comme le dit Choubak dans le chat, mettre Serralta à côté de lui, c'était pas un cadeau, c'est vrai. Mais en tout cas, il a jamais triché. On l'a quand même mis piston gauche, latéral gauche, central gauche dans une défense à 3, central gauche dans une défense à 2. Enfin,
n'importe où il jouait, en tout cas, il y avait pas, il trichait pas. Il mettait toujours les ingrédients qu'il fallait en termes d'intensité, etc. Il a fait des erreurs cette saison qui lui ont coûté sa place sur le côté football, mais sur le côté intensité, sur le côté état d'esprit, moi, j'ai jamais vu tricher. Donc c'est vrai que là, ça m'a vraiment surpris de le voir avoir cette attitude-là en public, etc. Honnêtement, je suis pas recruteur et j'en ai ni les compétences ni le rôle, rien du tout. Mais un recruteur qui regarde les matchs de Clément Akpa, qui est au stade pour Clément Akpa ou quoi que ce soit et qui voit une attitude comme ça lui dessert aussi. Oh, je pense, hein. Je suis pas à la place de qui que ce soit et je me prétends pas recruteur ou quoi que ce soit. Mais je suis pas sûr que ce soit qu'un joueur montre qu'il peut faire ça dans un club, il pourra réitérer dans un autre. Donc voilà, c'était juste pour relater enfin, les informations, ce que j'ai vu tout simplement. Et puis, et puis voilà. Il devrait, ouais, effectivement, comme le dit Gélène, il va partir cet été. Il avait privilégié la saison de confirmation. C'est un échec qui s'est fait prendre sa place. C'est sûr que ça doit pas être facile à digérer non plus pour lui. Et il doit déjà là, au 13 avril, voir certains prétendants se retirer, d'autres arriver qui sont pas forcément de la même classe que ce qu'il pouvait avoir. Voilà, on parlait de lui l'été dernier à Francfort, etc. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'un club qui joue le haut de tableau en Bundesliga vienne chercher Clément Akpa. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est tout ce que j'avais vu samedi au match et qui m'avait un petit peu déçu sur son attitude. Messieurs, on va pouvoir passer à l'habituel top flop. C'est un plaisir en tout cas cette émission. Dans le chat, merci à vous d'être actifs. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir semaine après semaine. N'hésitez pas à nous donner votre top flop sur ce match-là. Je vous le rappelle, ça peut être n'importe quoi autour du match tant que ça a un lien, un joueur ou quoi que ce soit. Et ben ça rentre dans le top flop. Messieurs, Liconé, Simon, je sais pas lequel de vous veut commencer. S'il y en a un qui l'a déjà en tête, je vous laisse y aller, les gars. Je sais pas si un de vous a déjà réfléchi. Ouais, moi je l'ai. Ouais. Allez, et ben vas-y, Liconé, parfait. Le flop, je vais commencer par le négatif pour finir par le positif. Le flop, moi, ce serait l'intensité. L'intensité que l'équipe a mis sur le terrain, je suis un peu déçu. Après, on a longuement parlé. Il y a l'enjeu, tout ça qui fait bon, ok. Mais justement, ça va faire la transition parfaite pour mon top. C'est les 35 ans des Ultras. Honnêtement, surtout le premier tifo était magnifique, l'ambiance était folle, il y a pas eu de débordement, tout s'est très bien passé. Pourtant, il y a eu de nombreux fumigènes. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas vu le comportement d'Akpa, j'ai pas eu l'occasion de m'en rendre compte. Mais non, non, franchement, les 35 ans, même le cortège et tout, j'ai vu des images. Et, c'était top et ça fait plaisir et c'est d'autant plus, voilà, je trouve que ça gâche un petit peu la fête, le manque d'intensité de l'équipe. Et voilà, pour finir sur une note positive, voilà, la fête des 35 ans des Ultras, je trouve que c'était vachement beau et même j'ai vu des images à la télé, et même quand des spectateurs neutres, entre guillemets, en restant humble, attention, hein, mais je trouve que voilà, c'est des belles images à voir. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Le premier tifo était impressionnant et tout. Non, franchement, il y avait des beaux moyens. Alors, Mich met dans le chat euh, les suspensions à venir. Je sais pas, j'ai entendu parler de ça. Mais normalement, ils se sont arrêtés pile à la limite. C'est-à-dire quand le speaker a commencé à dire que le match allait être arrêté, etc., ils ont arrêté justement le capot des Ultras a demandé à arrêter les fumis, etc. Donc, j'ai vu plusieurs personnes sur les réseaux sociaux parler de suspension. Mais je sais pas qui a cette info de confirmation. Est-ce que c'est sûr? J'ai pas d'info là-dessus. Ce serait effectivement, Mich dit top flop. Effectivement, ce serait quand même un très gros flop d'avoir une suspension de la tribune ultra pour les deux derniers matchs de la saison. Ce serait dommage. Mais à voir, il y aura sûrement commission d'arbitrage dans la semaine. Ouais. Euh, On a été sanctionné pour la première journée de Ligue 1 face à Lorient pour beaucoup moins que ça. Donc en fait, ça m'étonnerait pas, hein. ouais, ouais. Ce serait logique. Et surtout qu'il s'est passé la même chose en déplacement au Havre. Donc en fait, il considérerait que ça fait 2 matchs de suite qu'il y a Fumi à fond. Donc moi, je suis persuadé aussi qu'on va être sanctionné. La question, c'est de savoir si ça sera du sursis, du Sursis, ouais. partiel, du total. Mais c'est sûr qu'on aura une sanction. Si, c'est sûr et certain. C'était une belle fête, mais c'est des choses que les autorités n'aiment pas. Donc, et pour le coup, le match a été arrêté une fois. Il aurait pu l'être 2 fois, honnêtement, parce qu'à la télé, on voyait rien du tout. Du stade Donc, non plus, je confirme.
Donc je sais pas quelle est la teneur, les mesures à venir, mais il y aura des sanctions. Déjà financières, ça c'est sûr. Il reste à voir s'il y aura par exemple une fermeture de la tribune ultra sur un match, avec sursis sur un deuxième, je sais pas. Mais honnêtement, pour la sanction qu'on a eue face à Lorient, c'était, c'était pour quel match? C'était pour le match de Nantes, du coup, je crois, le dernier de la saison. Et Ouais, honnêtement, contre Nantes, c'était gentil par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, hein. En termes d'utilisation de pyro contre Nantes, c'était tranquille, hein. ouais, ouais. Donc, moi, j'étais au Havre. Pareil, c'est un petit peu chauffé aussi avec la sécurité et les agents dans le parcage, hein. Donc, ça fait 2 matchs de suite. Je pense qu'ils vont considérer que il faut taper, Ouais, quoi. Ils veulent montrer que c'est répréhensible et ils veulent éviter que ça se multiplie dans les autres stades. Donc, mm. Bah écoute, moi, en tout cas, sur les top flops, sauf si tu avais encore un truc à rajouter. non, 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 j'allais dire que ce serait vraiment dommage que ça se termine comme ça, parce que là, pour le coup, je pense que les joueurs, tout le stade va avoir vraiment besoin d'une tribune en feu là pour les deux derniers matchs, donc Ah bah, si t'accueilles Nice avec une tribune sans ultra, ah oui, l'avantage de jouer Nice à domicile, il s'affaiblit, hein. bah oui, effectivement. Alors moi, top et flop. Je commence par le flop. Le flop, je l'ai vu dans le chat, mais j'y ai pensé aussi sur le moment. Alors j'étais très frustré par le match, par le résultat, mais en même temps, j'ai pas trop compris les sifflets que j'ai entendus depuis mon canapé. Alors je sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est sifflé parce que les gens ont considéré qu'ils devaient avoir plus de temps additionnel, ou est-ce qu'ils ont considéré que c'était parce que la prestation était médiocre et que du coup les gens étaient déçus de la prestation des joueurs? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Et en même temps, sur un match comme ça où tu arrives à tenir un nul, même avec la frustration, tu gardes le rival derrière en même nombre de points, même si c'était moche, je trouve dommage de les siffler, en sachant que tu es un peu dans les derniers matchs, dans le final. Les... Après, le stade les a encouragés pendant tout le match, les supporters ont fait ce qu'il fallait, mais je trouve dommage de finir le match et cette fête-là par une fausse note avec des sifflets. Et c'est pas le style des supporters de la GIA normalement. Mm. Euh, et du coup, c'est dommage parce que je pense que les joueurs, voilà, ils ont pas pris de plaisir à faire un match moyen comme ça. Et du coup, les sifflets, alors qu'ils ont tous fini par terre allongés, je trouve ça dommage. Mais bon, c'est mon avis. Je sais pas si vous voulez réagir sur ça, si vous pensez pareil ou si vous aviez une autre vision sur les sifflets. Vous les Ouais, avez beaucoup entendus, vous, au stade, ou c'est ouais, juste ouais. vraiment à la télé Non, non, il y a eu une belle bronca quand même, hein. Ouais, mais et à j'étais la, surpris mi- parce à que la mi-temps pour moi, aussi? ça venait pas des ultras là. Enfin, moi, j'étais avec les ultras, j'étais dans les ultras et pour moi, ça venait pas de notre tribune. J'ai Non? plus l'impression, en fait, c'est le reste du stade Ouais, ouais. qui a sifflé que nous, quoi. Donc c'est vrai que Ah, les ultras, ils sifflent j'ai pas rarement sur repensé, les fins de mais match. C'est plutôt ouais, non, la non, tribune ça d'honneur, hein. arrive jamais. Ouais, ouais, ouais. Puis même tu prends toute notre saison, ça a toujours été l'union sacrée. Voilà, Ouais, combien de fois on a vu des images sur Ligue 1 Plus où voilà, on était toujours derrière les joueurs, derrière le coach, ça sifflait rarement. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est que j'avais zappé ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant, mais ouais, enfin pour moi ça vient pas de chez nous parce que ouais, pour moi ça venait plus bah, tribune Ouais. honneur, tribune nouveau, tout ça, ou même en face. ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, l'Iconé, ça venait pas des ultras, hein. Bon, bah, ça, c'est dommage, mais bon, c'est une partie des supporters de la GIA qu'on a, donc il faut faire avec. Et sur le top, à l'instar de mon déplacement au Havre, où j'avais rarement vu un parcage aussi bruyant et honnêtement avec des tifos super au Havre aussi. Euh, mon top, c'est pour les ultras évidemment. Faire 2 matchs de suite comme ça avec des tifos de cette qualité-là, franchement, c'est du boulot. Ils ont fait un truc quali.
On est passé dans tous les médias foot ultra et pas ultra d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour vanter les mérites de ces tifos. Donc voilà, on a quand même de temps en temps cette image de dire ouais, Auxerre, il n'y a pas de supporters, il n'y a pas d'ultra, etc., etc. Avec ce déplacement et ce match à domicile, le cortège, on a vu des images, moi sur Twitter, toute l'après-midi, je voyais que des images enfin, du cortège en long et en large, quoi. Tout le monde republié, enfin, c'était vraiment. J'ai pas souvenir d'avoir vu un cortège de ce niveau-là à Auxerre depuis que je les supporte. Même les rassemblements, quand on était en train de monter en Ligue 1, quand on faisait les matchs contre Saint-Étienne ou Amiens, il y avait du monde, mais c'était pas aussi bruyant, aussi chantant. Et en plus, il pleuvait, il faisait un temps de merde. Et franchement, les images à la cathédrale, ça envoie. Hein. C'est des belles images et ça prouve surtout que la GIA est un club aimé avec des bons supporters, des bons ultras et qu'on a de la chance de supporter ce beau club. Voilà. Ouais, non, je vous rejoins les gars là-dessus. Ça allait être mon top aussi. Enfin, je vais rester là-dessus sur ce top-là pour le coup pour avoir été dans les ultras sur ce match-là. Enfin, surtout, voilà, c'est là que je suis abonné. Enfin, voilà, c'était sûrement la plus belle ambiance de la saison. Franchement, ça a bien chanté. Il y a eu toutes les animations, le tifo à l'entrée, le tifo à la mi-temps. Voilà, il y a. J'ai une question, c'est moi ou le noyau ultra était beaucoup plus important que d'habitude? Ou c'était des gens lambda qui sont venus, qui ont pris leur place pour le match important? Ou alors c'est le noyau ultra qui était plus fourni que d'habitude? Je sais pas, moi je me mets pas je suis pas dans les ultras, enfin je suis pas dans le centre ultra vraiment derrière le but, je suis un peu Ouais. excentré. Mais Liconé, je crois que tu y es, mais c'était rempli comme d'hab. Enfin, c'était. En Ouais, fait, ouais, pour à moi, la télé, ça donnait j'ai pas l'impression fait que c'était de. plus fourni. Ok, non, mais moi, ouais, parce que ouais, je suis dans les ultras à tous les matchs et j'ai pas eu cette impression-là. Pour moi, non, j'ai pas eu cette C'était les impression-là. mêmes personnes que Ouais, d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Ok. ouais, les mêmes, ouais, relativement les mêmes Je que pensais d'habitude, que je mais c'est vrai. pensais que je pensais qu'il y aurait eu des amitiés avec les clubs où les ultras sont amis pour faire du nombre un peu. Alors j'ai Type vu, Guingamp, Charleroi. il y avait des ultras de Charleroi hein, Ah parmi oui, les voilà. ultras au cerf. Mais j'ai vu une photo d'un petit groupe, je sais pas, ils étaient 8-9 au Ouais. minimum, il y en avait peut-être plus que ça, mais qui étaient là. Ça j'ai Mais vu, il y avait Charleroi. Guingamp aussi qui devait venir, je crois. Guingamp, je sais pas, j'ai pas vu de Et qu'au photos, j'ai Havre, pas eu d'image. au Havre, ils étaient une trentaine. De Guingamp? Mm, Ok. Ok, bah c'est cool. C'est cool, ils viennent prêter main forte et. Non, non, c'est c'est cool. ça. C'est cool, c'est cool. Bah voilà, en tout cas, c'était mon top. Belle fierté, honnêtement, d'être dans cette tribune pour ce match-là. C'était assez extraordinaire. Et le flop, presque, enfin, c'est évident, mais c'est que les joueurs n'aient pas été à la hauteur finalement de ce qui se passait en tribune, de l'opportunité du match, de l'enjeu qu'il pouvait y avoir. Et c'est dommage que le terrain ait pas répondu parce que pour le coup, moi j'ai souvenir que sur les dernières saisons, on avait plutôt l'habitude de voir des joueurs un peu galvanisés dans le bon sens du terme sur ces matchs-là, sur ces ambiances-là. Je me rappelle des matchs de montée sur la première montée en Ligue 1, etc. Enfin, on sentait des joueurs vraiment qui était super chaud. Je me rappelle le match à Laval, je crois, contre Laval, ça fait 4-1, je crois, c'est le premier but de Kevin Danois en pro, il me semble, il marque à la fin. C'est un match où les mecs enfin, jouent leur vie, quoi, et le match est extraordinaire. Enfin, on laisse rien à Laval. Donc voilà, c'est juste un peu dommage. Enfin, moi, c'est ça que je trouve un peu dommage, qui est que les joueurs et que le terrain, le rectangle vert n'ait pas répondu à ce qui se passait autour. Mais voilà, gros, 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 gros top pour les Ultras en tout cas. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des groupes comme ça, enfin qu'il y a ce groupe-là au CERF, les UA90. Et c'était beau et franchement, pas de doute qu'à Monaco, il y ait du monde. Et à Lyon, à mon avis, ça va encore être un très, très beau parquage. Enfin, les Ultras ont l'habitude de se déplacer en nombre à Lyon. En plus, je suis content Mm. parce que ce sera ma première fois à Lyon. Donc c'est C'est cool. vrai? Ouais, ouais, je vais à Lyon. Euh, J'y vais donc aussi. donc c'est cool, bah, on essaiera peut-être de se croiser alors. On essaiera peut-être de se croiser. Donc ça devrait être sympa à Lyon, je pense que le déplacement devrait être cool et voilà, le club organise ça, etc. Donc voilà.
C'est cool. En tout cas, bon, on n'a pas tellement parlé du match, mais parce qu'en soi, T'as vu une organisation pour Lyon, du club? ouais, enfin ouais, il y a départ de d'Auxerre et de Beaune, Et c'est combien? 45. Ah, ok, ok. Et c'est 10 Ok. euros sinon la contre-marque, enfin normal quoi. Je pensais qu'ils avaient fait une communication que j'avais ratée en mode transport gratuit offert par le club. Ah non, 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 ils ont pas fait Ok, transport comme ils faisaient, comme ils avaient fait un ok, peu, mais d'accord. Ok. non, non, pas de transport, pas de transport gratuit. Voilà, en tout cas, on n'a pas tellement parlé du match en soi, mais plutôt de tout ce qui l'entourait. L'aspect classement, l'aspect barrage, l'aspect maintien, la fête en tribune, les petits hicks aussi, la partie un peu plus négative. C'était un plaisir en tout cas cette émission, messieurs, je crois qu'on a à peu près tout dit. Simon Liconé, c'était un plaisir de vous recevoir en tout cas. Merci à vous d'avoir répondu présent dans le chat aussi, les quelques fidèles qui nous restent, Mich, Choubac, Freck, enfin voilà, les fidèles qui sont là émission après émission, semaine après semaine, mois après mois. Ça fait plaisir de vous avoir, Gélène, etc. Enfin, j'espère que j'oublie personne, mais en tout cas, je sais que les fidèles se reconnaîtront. Merci à vous. Il faut garder le cap dans cette fin de saison difficile. C'est difficile pour tout le monde, hein. Vous savez, moi, Mm. j'avoue, débriefer ce genre de match, c'est pas une partie de plaisir. Mais voilà, on trouve toujours plein de trucs à dire et discuter de notre club de cœur. Je crois que c'est toujours un plaisir. Donc voilà. Merci à tous d'avoir été là, merci d'avoir été actifs dans le chat. Simon, Liconé, merci beaucoup à vous les gars. Et puis bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Bon courage à tous. Et puis bah, en espérant des points pour le débrief de la semaine prochaine, ce serait cool. Et puis bah voilà, prenez soin de vous, allez de la JA et merci encore à tous d'avoir été là, c'était cool. Salut les gars! Salut, bonne soirée. Salut.